Le cœur du sujet, Mhm. l'émission spéciale sur le Mali. La situation au Mali préoccupe beaucoup d'Africains, beaucoup Ouais. de Maliens en particulier également. Et nous avons décidé de faire un arrêt majeur pour interroger la situation qui prévaut dans ce pays. Et nous avons libellé notre thématique sur cette situation. Shogel Maïga, démis de ses fonctions, analyse des contradictions sociopolitiques internes au Mali. Allons comme ça, si vous voulez. Donc, Monsieur le Président, vous On avez va, fait, on va essayer. Dans l'humilité de ne pas connaître les problèmes maliens plus que les Maliens. On va essayer. pour rappel, Monsieur le Président, dans l'émission que vous avez animée il y a quelques jours, vous vous êtes démarqué d'un ensemble de réactions que vous avez observées. Deuxièmement, vous avez fait preuve de sagesse dans votre approche. Et troisièmement, vous avez indexé le véritable ennemi de la transition malienne qui est la France. Et vous avez également parlé des contradictions qui sont quelque chose de normal. Dans tous les pays, il y a des contradictions. Nous avons donc décidé de nous apaisantir concrètement. Mais avant d'entrer dans le fond du sujet, Monsieur le Président, le Mali n'est pas n'importe quel pays. Le Mali est un pays leader dans l'AES. Et tout récemment, nous avons écouté les propos du Premier ministre Shogel Maïga à l'endroit des dirigeants de la transition, en l'occurrence le président et tous ceux-là qui l'accompagnent. Et ces propos ont été très, très acerbes, si on peut le dire, et cela a poussé des gens à réagir par l'insulte, l'injure. Beaucoup ont fait état de ce que le Premier ministre devait garder le droit de réserve et ne pas prendre position en public. Mais vous, vous avez pris position, vous avez dit, cette sortie du Premier ministre est nécessaire parce qu'elle expose les contradictions et pour que nous les traitions et que nous les dépassions pour l'essentiel. Monsieur le Président, compte tenu du pouvoir transitionnel qui est au Mali depuis près de 4 ans, quelle est l'analyse que vous faites par rapport à sa gestion? Nous avons vu le Mali sort de loin. Le Mali a été traversé par pratiquement des calamités sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Et tous les dirigeants qui se sont succédés n'ont pas pu arranger la situation. Le pays a été mis sous tutelle des forces internationales. Il y a l'ONU, les forces de la MINUSMA, il y a également les forces militaires françaises à travers l'opération Serval, si mes souvenirs sont bons. Et pratiquement, le Mali était en train de mourir, la nation malienne mourait. Et depuis que la transition a pris le pouvoir, nous voyons sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, des choses avancées. Nous n'avons qu'à voir l'AES. Donc, comment appréciez-vous le travail que la transition malienne a fait depuis qu'elle a accédé au pouvoir? Je voudrais vous remercier de ce recentrage du débat sur le bilan de la transition. Recentrage parce que ma démarcation du NMP, d'un certain brouhaha inessentiel auquel on voulait réduire les enjeux qui étaient sur la table à travers cette crise, visait justement à recentrer le débat sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le bilan de la transition. Lorsqu'on se recentre sur l'essentiel, croyez-moi, M. Jules Bouillamousso, même Dieu nous aide à voir clair. Il nous aide à voir clair. Il nous éloigne des égarements qui sont le plus souvent le fruit que génèrent facilement de telles situations. Tout d'abord, vous allez me permettre de rendre un vibrant hommage au Premier ministre Shogel Maïga. Un vibrant hommage pour tout ce qu'il a apporté au Mali et à l'Afrique.
Il y a l'humanité tout entière dans le sens de ce que lui-même il appelle la dignité humaine, l'humanité, la dignité de l'humanité. Vous lui rendez vibrant hommage. Vibrant hommage. Gardant notre posture initiale, je voudrais féliciter le président de la transition, le digne fils, comme l'appelle ma sœur Amina Fofana, le digne fils patriote de l'Afrique, le président Assimi Goïta. Le féliciter pour la nomination du nouveau Premier ministre, Abdoulaye Maïga, de qui nous gardons toujours ce souvenir retentissant de son discours à l'ONU. Je pense que le Premier ministre Abdoulaye Maïga est entré dans l'histoire à travers ce discours qu'il a fait à l'ONU. Et à chaque fois que nous le voyons, ça résonne dans nos têtes. Donc, je voudrais féliciter le président Assimi Goïta pour cette nomination. L'essentiel de notre première sortie, ça a été de rappeler aux uns aux autres la responsabilité qu'ils avaient quant à la gestion de cette contradiction. Nous avons lancé un appel. Je crois qu'il a été modestement suivi. Il a dit modestement pour dire que, bon, je ne sais même pas si on était digne de le lancer, mais on va pas nous interdire d'être panafricaniste et d'assumer ça quand même. Nous avons lancé un appel. Il a été modestement entendu parce que j'ai été très heureux de voir que le Premier ministre sortant a fait la transition à la passation de fonctions. Très bien, dans une ambiance relativement joviale, où la sérénité et la gravité nécessaires à ce type de situation transparaît. On a vu ça, ça transparaissait. Je salue ça. Donc, des choix ont été faits. À partir du moment où des choix ont été faits par le chef de l'État du Mali, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Les choix étant faits. Maintenant, on va quitter maintenant de ce que j'ai appelé les émotions, les épidémismes, etc., pour analyser objectivement les choix qui sont faits et leurs conséquences sur le pays. Très important. Et à partir de là, comme vous dites, maintenant, ressortir tous les enjeux qui sont au cœur de ce choc, n'est-ce pas, des contradictions. Notre démarche pédagogique ou bien méthodologique ici va consister à rappeler d'où vient le Mali. Je vous rejoins tout à l'heure, vous avez fait. Dans quel état se trouvait le Mali avant la chute du président Ibeka, paix à son âme, de regretter mémoire. Je crois qu'il y a eu lieu le 18 août 2020. Chute de l'ancien président Ibeka, paix à son âme. Dans quel état se trouvait le Mali? Il n'y avait plus d'État. L'État s'était pratiquement effondré. Le Mali est revenu à un statut de colon en plein début du XXIe siècle. Un statut de colonie. C'était symbolisé par la présence massive, envahissante, humiliante de Barkhane. Cette cité militaire que la France, agissant pour le compte de l'impérialisme global, était venue créer et installer au nord de Mali, Barkhane. Ça a été symbolisé par cette visite, moi qui m'a fait pleurer, du petit garçon de l'Élysée, qui est venu au Mali et qui a convoqué l'ancien président, paix à son âme, à Gao. Le Mali n'existait pratiquement plus. L'armée malienne n'existait plus parce qu'elle n'avait plus de motivation et de raison pour se battre. Humiliée par les terroristes, humiliée par la France, humiliée par la communauté internationale, représentée par la MINUSMA qui faisait semblant de jouer les arbitres neutres entre les terroristes d'une part et l'État malien. À côté de tout ça, un peuple meurtri, désespéré, ayant perdu sa dignité. C'est cette situation qui va générer l'avènement du grand mouvement historique populaire qui est aujourd'hui symbolisé par la marque M5,
RFP, et qui a pour chef du comité stratégique l'ancien Premier ministre Choguel Maïga. Je pense à mouvement Yerowolo, Debout les remparts. Je pense à ma soeur Amina Fofana. Je pense à Ben le Cerveau. Je pense à Jawara et tous les autres, tous ces autres-là, tous les révolutionnaires, comme ça qu'ils s'appellent, tous les révolutionnaires maliens qui vont déclencher les mouvements de rue. Les mouvements de rue. Et c'est ces mouvements de rue qui vont mûrir les conditions dernières de la chute d'Ibeka. Et l'armée malienne, dans ce qui reste, le moins est objectif, hein, il n'est pas péjoratif, ce qui restait de résidus de patriotes et de force, a pris sa responsabilité, est venu prendre en charge ce mouvement populaire et lui a facilité, n'est-ce pas, l'atteinte de ses objectifs initiaux, à savoir la démission du président Ibeka. La démission. Et c'est ce moment-là qui est fondateur. On finira par appeler plus tard la refondation du Mali, la renaissance du Mali. Voilà où on est parti. Vous me demandez le bilan de la transition? Il faut être même aveugle pour demander le bilan. Le bilan, ça a été la dignité d'une nation restaurée, sa respectabilité réimposée à tous les acteurs internationaux, son honneur rétabli au sein de la communauté mondiale des nations. Ça a été une armée qui renaît décessante et qui connaît une montée en puissance incontestable et qui va se traduire par la victoire historique à Kidal, l'occupation de Kidal. D'ailleurs, c'est devenu aujourd'hui une date nationale. Kidal. Ça a été l'avènement de l'AES, pierre angulaire, pays central, c'est le Mali, qui a donné l'exemple et qui a déclenché ce mouvement. Il va se répandre dans toute la sous-région avec l'avènement du président Traoré, l'avènement de la révolution burkinabé et la révolution que nous observons au Niger. C'est tout ça qui va culminer dans cet acte géopolitique majeur du 21e siècle débutant, l'avènement de l'AES, qui va changer la géopolitique mondiale, même comme les gens font semblant de ne pas voir. Et qui est, n'est-ce pas, le symbole le plus puissant de la Renaissance africaine depuis des siècles. L'AES a dit, deux pays ont dit, le Burkina et le Mali ont dit, toucher le Niger, on entre en guerre. Ça fait des siècles qu'on n'a pas vu cette solidarité. En Afrique, on n'a pas vu ça. Les différentes péripéties de l'affrontement politique et géopolitique entre l'État malien et l'État français ont fait jouir de plaisir tous les Africains dans le monde entier. Depuis l'intérieur jusqu'à la diaspora, chacun a été traversé, chaque négro africain a été traversé par des énergies pures, des énergies nouvelles, par un esprit de renaissance, de fierté. Assimi Goïta, Choguel Maïga et le Mali ont effacé en un temps record toutes les humiliations qu'on avait subies depuis pratiquement 1000 ans. Ce sont des choses qu'on ne peut pas quantifier matériellement. Ce sont des choses qu'on ne peut pas évaluer matériellement, mais qui se manifestent par un sentiment nouveau qui vous habite, par une force intérieure de projection,
qui renouvelle toute votre conception de la vie et de l'histoire. Des chocs de tous les présidents africains, tout le monde a été traversé par cette onde nouvelle qui nous venait du Mali. On a vu comment l'Africain, c'est-à-dire, a retrouvé sa dignité. Oui, monsieur. On a vu l'économie d'un pays repartir. Les indicateurs le démontrent. Même nos tuteurs économiques, soi-disant internationaux, impérialistes, FMI, Banque mondiale, etc., allez voir comment eux-mêmes parlent de l'économie du Mali. On voit un pays repartir encore. C'est ça le bilan de la transition, puisqu'on veut parler de bilan. Ce n'est pas fini la transition. C'est ça le bilan de la transition. Un bilan hautement positif. Hautement positif. Jules, c'est ça que j'appelle l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Cette dialectique historique en cours, qui jette les bases, qui crée les conditions de l'envol du Mali, de l'envol de l'AES, de l'envol de l'Afrique. C'est ça que j'appelle l'essentiel. Ça s'est traduit par la défaite de l'impérialisme français. Pour la première fois, il est défait dans un théâtre africain, devant le monde entier. Ils ont plié le clic et clac, sont rentrés chez eux. Une nouvelle là en Afrique. Je vois un homme très fier. Un homme très fier. Je pense à tous mes camarades de combat. Quand on a relancé le combat panafricaniste, tout ce par quoi nous sommes passés. Je voudrais que les Maliens m'excusent. Rien ne m'empêchera de rappeler ici, alors que je suis en train de faire ce bilan de transition qu'on m'avait imposé, de rappeler, je me rappelle, quand tous les Maliens, évidemment, mais bon, la majorité, célébraient François Hollande, le sauveur de Bamako, et écoutaient Fabius, petit menteur, petit criminel menteur, Fabius. Il est maintenant président du Conseil constitutionnel. Il y a le Conseil constitutionnel à la France. Je sais pas. Non, il n'y aura pas de base militaire, il n'y aura pas de base militaire. Quand il dansait, je tapais sur mes frères, je dénonçais pour dire le pire arrive, le pire arrive, le pire arrive. Opération Serval, qui vont transformer en Barkhane. Et qui avait pour projet caché l'enterrement du Mali, la partition du Mali. J'ai crié. Et à l'époque, la plupart des Maliens m'insultaient. Il faut que je rappelle ça. À ceux qui me demandent de quoi tu te mêles au Mali. Petits Africains là. Petits Africains. Pour honte. Il faut rappeler ça. Et quand on voit comment... Mais c'est extraordinaire l'histoire du Mali. Ils sont passés, ils sont partis à ce moment-là. C'était une bonne partie du peuple qui croyait encore à la naïveté. Les naïfs, ils croyaient à la bonté de la France. Ils croyaient à la philanthropie géopolitique, que ça existait. Alors que la France transformait un mandat qui lui interdisait pas, de dominer les airs, n'est-ce pas, d'opérer dans les airs maliens, transformer ça de manière subrepticement, pas, en un droit de recoloniser le Mali. Comme ils ont fait au Cameroun, comme ils l'ont fait en Algérie, comme ils l'ont fait partout sur le continent africain. Transformer ça en un droit d'opération du Mali. C'était à l'époque de Diokounda Traoré, qui déjà opérait à l'époque comme président de la transition. Après la chute, je pense, de paix à son âme, le général Toumani Touré, président Toumani Touré, paix à son âme. Regardez ce qui s'est passé. La transformation qu'il y a eu dans ce pays, qui a retrouvé sa gloire d'antan, qui a retrouvé les idéaux, la noblesse qui ont fait la grandeur du Mali. Le grand Mali, qui ne s'est jamais plié, qui les a toujours vaincus. L'histoire du Mali, c'est l'histoire d'un peuple de guerriers, d'un peuple d'hommes dignes, nobles. Ils ont retrouvé ça. Ils ont retrouvé ça. En un temps record, ça a été retrouvé. Et ça a vraiment révolutionnaire. Qui était composé de deux piliers. Deux piliers. Je l'appelle deux piliers.
Le pilier fondamental, c'est le mouvement révolutionnaire de rue. Et le deuxième pilier fondamental, ça a été l'armée, la fusion, les noces de ces deux forces organisées. C'est ça la transition, monsieur. C'est ça le renouveau politique. C'est ça la base de la refondation de ce pays-là. Jules, c'est ça l'essentiel. Cette grandeur. Donc, toute analyse politique et géopolitique sérieuse de cette situation doit avoir pour fondement, pour base, l'essentiel. C'est essentiel que je viens de mettre sur la table. Il faut donc voir, que ce soit du camp du Premier ministre Choguel Maïga sortant, que ce soit de l'autre bord, quel que soit le bord où on se trouve, l'élément qui permet de savoir si votre action est progressiste ou réactionnaire, c'est son rapport à l'essentiel que je viens de mettre sur la table. C'est ça. On dit la méthode là encore. La méthodologie pour poser le sujet sur la table de manière claire. C'est ça. Pas ce n'est pas de rappeler ces faits d'armes. C'est le monsieur Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Le débat, ce n'est pas de rappeler ceci. Le débat, ce n'est pas de rappeler les droits fondamentaux du chef de l'État maintenant que on considère que le Premier ministre a fait un acte d'insubordination et que pour ça, il doit être puni. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça de rappeler ça. C'est de partir, c'est de dire, est-ce qu'on préserve l'essentiel? Est-ce qu'on va le faire fructifier pour l'avenir? Est-ce que ce qu'on fait peut mettre en cause les acquis importants de la transition? C'est à cet ton-là, je pense que ça va être la suite de vos questions, c'est à cet ton-là que moi j'aborde cette affaire. Il était important de bien préciser ça. En le faisant, on objective le débat, objectivation du débat, au lieu de le subjectiver, au lieu de subjectiver le débat, que ça devient la querelle des deux camps. Non, 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 non. Et en le faisant ici, il n'y a pas de meilleure façon de jouer le jeu de la France, de jouer le jeu de l'OTAN et des ennemis internes du Mali. Il faut voir d'où on est parti. Si les Maliens commencent à ne pas être fiers de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, il y a un problème. J'ai vu, on a voulu nous imposer la tristesse. Oh, non, c'est un drame. Vraiment, c'est honteux. Machin. Non, 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 non. C'est comme ça qu'on détruit les nations. C'est comme ça que les pays tombent. Et c'est comme ça que l'impérialisme procède. On oublie. Les Maliens doivent être fiers. Il n'y a pas de raison de ne pas être fiers. Quand arrivent les secousses, la référence pour ne pas faiblir, c'est ne jamais oublier d'où on est parti. Et à quel niveau on est arrivé. Alors, qu'est-ce que j'ai observé ces jours-ci? On a oublié. Les gens ont fait semblant. On oublie. J'ai vu les gens oublier. C'est au nom de cet acquis, c'est au nom de la préservation, de la sauvegarde et de la nécessité de fructifier ce bilan et le jeu que nous nous sommes levés pour nous démarquer de tout ce qu'on voyait là et rappeler les uns aux autres de la responsabilité. Donc, mon cher Jules, c'est sur cette base que moi je veux vous répondre. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autre base qui puisse permettre de recentrer le débat dans ce qui est essentiel qu'en dehors de cette approche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bien évidemment que cette action historique glorieuse a suscité une cohorte d'ennemis. A suscité une cohorte d'ennemis. Excusez, on est en direct. Vous pouvez répondre. Donc, a suscité une cohorte d'ennemis. Voyant leurs privilèges d'antan s'effondrer. C'est pour les forces intérieures réactionnaires au Mali.
tous ceux qui ont profité de l'ancien régime, qui mangeaient dans les mains de la France, de l'Occident, ont juré la perte de cette transition. La France a juré la perte de cette transition. Parce que la France ne pardonne jamais ce qu'elle appelle l'humiliation, c'est-à-dire que ces esclaves reprennent le contrôle de leur destin. La France ne pardonne jamais ça. Chers amis, c'est cette alliance de force des ténèbres qui s'est constituée dès la montée en puissance du Mali, qui s'est constituée et qui opère de manière souterraine. Elle a opéré en plein jour le soutien de la France à toutes les forces réactionnaires du Mali, divers types de financement, ça jura en plein jour d'en finir avec cette tradition. Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire? Comment a-t-on procédé dans l'histoire pour finir, pour détruire les palais dynamiques de Renaissance? Comment? Il faut que les gens... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a avec les Africains? C'est pas nouveau. Comment on procède? Un, par la division. C'est-à-dire quoi? On renverse la hiérarchie des contradictions. On essaie de travestir la réalité des contradictions. En activant les oppositions, ce qu'on appelle les oppositions africaines. C'est-à-dire, la réalité, la vérité que le nègre, chaque fois au front du combat, il va toujours s'allier avec l'ennemi au détriment de son frère. C'est-à-dire le fait que les Africains ne sont pas capables jusqu'à présent de savoir faire front quand c'est nécessaire. Dans le moment décisif, toujours, depuis que le monde noir a chuté de sa gloire, l'Africain préfère toujours, en dernière instance, quand c'est décisif, il va s'allier avec l'ennemi. Ça, c'est la base première de leur assurance que rien de bon ne peut venir des Africains. Et ils ont toujours, la France n'a pas cessé de dire que laissez ça. Ils peuvent rien faire de bon. Nous connaissons où on va les prendre. On va infiltrer. On va activer la guerre du frère contre le frère, de l'homme noir contre l'homme noir. On va activer ça. C'est leur point faible là-bas. Les gens doivent faire attention. Est-ce que ce qu'on est en train de voir là est en train de démentir ou de confirmer les bases de l'impérialisme occidental? Les fondements du rapport maître-esclave que l'Occident nous a imposé, à savoir l'incapacité nègre à gérer ses propres contradictions, à son propre avantage, en ferme porte à la main étrangère. Cette conjuration des ténèbres, fondée sur l'alliance entre la France, l'OTAN et les forces de l'ancien régime au Mali, qui n'ont jamais accepté l'avènement de la transition, c'est elle qui est à l'œuvre là. Le débat est de savoir dans quelle mesure l'action des uns et des autres dans les deux camps concourt à renforcer cette dynamique, concourt à la fortifier au détriment du Mali. Il faut qu'aujourd'hui, nous, on dise les choses claires aux gens, que les gens regardent. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire parce que moi, je suis malien. Moi, je l'ai déjà dit. Un panafricaniste, c'est moi qui ai pris ça, c'est moi de redéfinir ça. Un panafricaniste, c'est un Africain capable de s'occuper, de prendre en charge tous les problèmes de chaque pays africain. Et de rapporter ça à ses problèmes de son pays. Un panafricaniste est quelqu'un qui est en mesure de s'occuper de tous les problèmes de tous les pays africains et de s'occuper des problèmes de son pays. C'est un clin d'œil que je fais aux petits idiots qui viennent s'asseoir pour dire n'importe quoi, qu'ils ne parlent pas de son pays. Petits idiots. Donc, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne sont même pas concernés dans ce débat. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je suis malien. Je demande l'avis de personne pour revendiquer ça. Parce que je sais bien que le sort du Cameroun dépend du sort du Mali. C'est un panafricaniste. Et maintenant, au XXIe siècle, je sais que le sort, mon pays est concerné par tous les événements de la Terre.
Je dois être au courant de tout ce qui se passe dans tous les pays du monde parce que c'est ce qu'on appelle la globalité du monde. On ne rentrera pas en arrière. Hein. C'est ça la globalité du monde. Il ne faut pas confondre ça avec le mondialisme. Hein. Ce n'est pas la même chose. Mais on ne rentrera pas en arrière. L'humanité avance, avance, avance. Caïn, chutant, se relevant, mais elle avance vers quelque chose qui va aller dans le sens de l'unification de la destinée humaine et de la capacité des êtres humains à prendre en charge, n'est-ce pas, cette unité de l'espèce humaine, indépendamment, n'est-ce pas, des nations, des intérêts nationaux, des intérêts continentaux, etc. Je ne dis pas que ces intérêts doivent disparaître. Je ne suis pas un rêveur, non. Mais je dis, on va vers là. L'unité de l'espèce humaine. Mais on n'y arrivera pas sans extirper ce démon-là. Le démon, ce que j'appelle l'anti-espèce humaine. L'anti-espèce humaine. Parce qu'il est là. L'histoire nous apprend tous les jours comment il fonctionne. Et de l'autre point de vue, politologique et géopolitique, c'est l'impérialisme, c'est l'hyper-impérialisme, c'est toutes sortes de racisme et tout ce qui justifie la volonté de l'homme de détruire son semblable, d'annihiler son semblable pour faire l'histoire. Nous devons... L'aventure humaine, je ne sais pas si on va y arriver un jour parce que le jour va satisfaire tous nos besoins, je ne sais pas si on va rester des êtres humains, mais c'est le moteur de l'histoire. Et il se répercute au Mali parce que je viens d'expliquer. C'est ça qui nous exige, nous, de nous impliquer. On est très à l'aise pour s'impliquer dans cette affaire. Donc voilà, de mon point de vue, dans un premier jet, comment il faut aborder ce problème. Où était le Mali? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Bilan de la transition, élogieux. Vous fermez cette page alors. Je demande donc ceci. On peut donc dire que dans ce bilan-là, Choguel Maïga et les révolutionnaires n'ont rien. On va leur interdire que on va nier la part qu'ils ont apportée et qu'ils doivent toujours apporter. On peut nier ça dans ce bilan. Les militaires peuvent-ils dire aujourd'hui au Mali que c'est nous, c'est nous, c'est nous, vous n'êtes rien? Non. Non. On appelle ça une contradiction. Le président Assimi Goïta a décidé de gérer ça de la manière dont il a géré. Il faudrait rappeler quand même qu'il a nommé le premier ministre Choguel Maïga contre tous. À l'époque, quand le nom de Choguel Maïga circule, tous les tenants de l'ancien régime, tout le Mali réactionnaire, ne veut pas de Choguel Maïga. Mais le président, son génie a été de dire, je veux le nommer. En ce moment-ci, où on gère la contradiction parent-antagoniste, je voudrais rappeler ça. Il appelait ça au grand président Assimi Goïta, ce moment-là. Mais je sais aussi que pour le chef d'État, ce n'est pas facile souvent. On prend acte. Maintenant, il faut décortiquer pour voir si maintenant, la manière dont par laquelle le président Assimi Goïta a décidé de gérer cette de la sanctionner, en nommant le premier ministre Abdoulaye Maïga, il faut voir dans quelle mesure ce choix qu'il a fait peut être avantageux pour le Mali. Et je suis disponible pour vous répondre à vos questions. Monsieur le Président, avant, je voudrais rappeler, vous avez parlé là de la géopolitique occidentale qui se base sur les comportements prévisibles des nègres qui ne savent pas gérer leurs contradictions. J'admets, c'est la prévisibilité de leur comportement. Monsieur le Président, vous avez fait un voyage au Mali en mars du 9e congrès panafricaniste et le 24 mars, après votre retour, vous avez fait une émission sur la chaîne Afrique, vous avez relevé au Mali. Et vous avez parlé, entre autres, de la tentative d'infiltration de la transition. Vous avez en outre également évoqué, au-delà de la tentative d'infiltration, vous avez évoqué la tentative de leur... On n'est pas en plein dans ces contradictions-là que vous aviez déjà relevées et vous avez alerté les principaux acteurs de la transition. Si oui, Président, pourquoi est-ce qu'ils ne vous ont pas écouté? Et est-ce qu'il était également opportun du ministre Choguel Maïga, au vu de ses actifs et du passif de la transition, est-ce qu'il était opportun également, Monsieur le Président, de les limoger dans ces conditions? Vous avez envie de me faire pleurer là. Bon, sauf qu'en géopolitique, il est interdit de pleurer. En politique aussi, on dit qu'on ne pleure pas, mais on est des humains. Pleurer, souvent, ça fait bien. Je veux dire une chose qui est très importante, la prévisibilité de la réaction des Africains.
C'est notre plus grande faiblesse. Dans la géopolitique, en l'état où elle se trouve dans le monde, il ne faut pas qu'on soit en mesure de toujours prévoir ce que vous allez faire. Il ne faut pas qu'on vous programme à partir des clichés qui proviennent de l'observation de votre comportement sur un certain temps. Or, une bonne partie des Africains tombent encore sur ce courant-là, sur ce coup-là. Malheureusement, les choses ont changé et les panafricanistes, c'est ça ce que nous avons apporté. Et que nos ennemis font tout pour discréditer. Cette part d'imprévisibilité qui est nécessaire dans la maturation de notre génie géopolitique, il faut qu'on ait des choses que l'ennemi ne peut pas savoir. Et c'est ce que nous avons apporté. Et c'est ce qui a fait la force de ce mouvement et qui a changé l'Afrique. Mais là, ce démon-là revient. Ce démon de la prévisibilité de nos réactions. Non, on sait qu'ils vont faire ça. On sait qu'ils vont faire ça. Et le maître de ça s'appelle la France. Macron a dit dernièrement, il a dit dans son discours qu'il y a une part de nous. C'est-à-dire qu'il y a une part de la France dans chaque Africain et il y a une part de chaque Africain dans la France. Mais c'est bien. Il revient aux Africains, nous Africains, de savoir gérer cette part que nous avons, le fait que nous sommes à l'intérieur de la France et des Français, à notre avantage. Il ne faut pas toujours que c'est la France qui gère ça à son avantage en faisant de la prévision géopolitique sur la base de ce qu'on sait de nous. Les documents sont sortis. Des réunions ont été faites stratégiques. Tout le monde sait ce qu'on prépare contre l'Afrique, ce qu'on prépare contre le Mali et l'AES. C'est connu de tous. La France n'a pas caché. Assurons-nous que ce que nous faisons ne soit pas l'avantage de l'ennemi. Pour revenir à votre question. Et pour la première fois, comme excuse de le faire, je veux convoquer le brillant, excellent ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Il est témoin de ce que je suis en train de dire. Il m'excuse vraiment de le convoquer ici, mais je n'ai pas le choix parce que la situation l'exige. J'ai été invité au Mali par l'État malien et j'ai touché du doigt le niveau auquel était arrivée l'évolution des contradictions internes. J'ai touché du doigt. J'en ai discuté avec mes amis maliens à l'époque. Et j'ai attiré l'attention sur un ensemble de choses. Et nous avons fait des émissions pour alerter, vous l'avez dit. Ces émissions existent, que ce soit sur Afrique Média, que ce soit sur Pan-African Media. Nous avons décrit au détail. Les forces de l'infiltration au Mali sont connues. Tous ces panafricanistes de la dernière heure. J'ai alerté sur l'action très insidieuse du Togo. Et j'ai eu un affrontement avec ces forces-là au Mali, quand j'étais au Mali. À l'époque même, il a fallu que le président Assimi Goïta, qui j'aurais un vivant hommage ici, intervienne, il a tranché pour recentrer certaines choses à l'époque. Et les gens faisaient semblant d'oublier. Il a rappelé. Et on avait réorienté sur la base de son rappel à l'ordre les travaux de cette conférence. J'ai alerté sur l'action insidieuse du Togo. J'ai dit que le premier ministre du Togo, le ministre des Affaires étrangères du C, c'est un homme très sympathique. Mais en géopolitique, on ne gère pas les choses comme ça. Il y a un anti-russianisme primaire qui travaille les dirigeants du Togo. En commençant par le président du Togo et son ministre des Affaires étrangères. Mon ami Ducet, que j'aime bien en passant. Mais là, c'est les intérêts de l'Afrique, on me l'a parlé ça. J'ai dit que cet anti-russianisme primaire est incompatible avec les choix stratégiques de la transition malienne à l'heure actuelle. J'ai indiqué ça. Si vous comprenez l'axe togolais que je suis en train de mettre sur la table, vous allez regarder le panafricanisme de la dernière heure. Il y a un ensemble d'acteurs qui agissent au Mali. Il faut être naïf pour ne pas voir ce qui se trame. J'ai alerté, je l'ai dit.
Cette action d'infiltration opère sur deux niveaux. Le niveau connu, à savoir l'action politique connue classique, qui est portée par un ensemble d'acteurs que les Maliens connaissent. Je ne ferai pas l'honneur d'appeler le nom sur ce plateau. Je ne ferai pas l'honneur d'appeler le nom ici sur le plateau. Je ne ferai pas cet honneur de l'appeler ici. Mais il y a aussi une action. La personne qui porte ça s'appelle Faure Eyadema. Faure Eyadema, le président Faure, c'est un chef d'État. Le président Faure Eyadema est chargé de la mission de détruire l'AES. À la rue. La rue, ça a été de faire semblant d'être avec nous dans le cadre de la crise opposant le Mali à la CEDEAO. Nous avons salué ce qu'il a fait à l'époque. Moi, on a tout dit qu'il faut être vigilant. Alors, quand vous voyez cette mouvance-là, qui est derrière? C'est la France, ce sont les États-Unis, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN. J'ai alerté. Alors, il suffit de revenir sur les fondamentaux tout à l'heure que j'ai énoncés. Le vrai débat est celui-ci. Le Premier ministre Choguel Mlagaye a posé sur la table ses récriminations, ce qu'il reproche. Le fait ne veut pas dire qu'il a raison, mais on peut analyser objectivement la valeur de ce qu'il a mis sur la table. Aujourd'hui, en face, l'État et le chef de l'État malien, bon, on va dire un chef d'État n'a pas à se justifier. D'accord. Il a un ensemble de prérogatives constitutionnelles. D'accord. Il est celui qui interprète, n'est-ce pas, au niveau le plus élevé, les intérêts supérieurs du pays. D'accord. Et il le fait jusqu'à présent à merveille, le président Assimi Goïta. Mais je rappelle une seule chose. Le Mali, dans la situation actuelle, n'est pas une situation très normale. On est en transition. Et quelles sont les forces sur lesquelles repose la transition à l'heure actuelle? On peut prendre pour référence même le préambule de la nouvelle constitution qui a été promulguée le 22 juillet 2023 par le président Assimi Goïta. Le préambule dit ceci, entre autres, affirme sa volonté de renforcer les acquis démocratiques de la révolution du 26 mars 1991, 1, et de promouvoir les idéaux de la refondation portés par le peuple malien, 2. Or, c'est quoi la refondation? C'est l'ensemble des idéaux qui ont été portés par la transition. Donc, à partir de là, nous pouvons dégager les forces qui sont en présence. Vous avez 1, les forces révolutionnaires, incarnées par le Premier ministre. 2, les forces militaires. 3, les forces de ce que j'appelle la galaxie démocratique, n'est-ce pas, qui a émergé dans les années 90-91. Les forces, la Constitution, la nouvelle Constitution, ça a été un équilibre stratégique, n'est-ce pas, que la transition malienne a su opérer entre ces trois forces-là. Ce ne sont pas les seules, hein, mais ces trois forces, je n'ai pas envie de parler de forces religieuses, etc. Mais pour l'essentiel, même, ces forces religieuses se retrouvent dans ces différents camps-là. Donc, l'équilibre, la transition malienne a su créer un équilibre consensuel. C'est ça la nouvelle constitution qui a été promulguée par le président Assimi Goïta le 22 juin 2023. Quelle est la dialectique des forces, la dialectique de ces trois forces-là? Quelle est la dialectique en présence? Parmi ces trois forces, quelle est la force qui peut servir, qui peut jouer le jeu de ceux qui sont en train d'infiltrer le Mali? C'est ça. Selon il faut analyser, parce que il faut analyser quels sont les comportements, les attitudes qui peuvent renforcer le jeu de l'infiltration. C'est ça. Je ne suis pas malien, je ne vais pas agir à leur place, mais j'essaie de recentrer le débat sur l'essentiel, dans la limite de mes possibilités et à mon petit niveau. Or, qu'est-ce qu'on observe? Et quel est le jeu qu'on veut faire courir, le péril qu'on veut faire courir au Mali? Je dis encore, on veut inverser la dynamique des contradictions maliennes. Et par là, casser la belle dynamique qui jusqu'ici était à l'œuvre pour gérer ces contradictions. La belle dynamique et qui s'est manifestée par cet attelage entre le peuple, les forces révolutionnaires et les militaires et qui a fait la grande.
Qui a intérêt à casser ça? Qui a un pied? Si vous décidez de remplacer un des acteurs majeurs de cet équilibre-là, il faut vous assurer que ça ne joue pas le jeu de force de l'alliance des ténèbres que je viens d'exposer. Il faut vous assurer que ça ne joue pas ce jeu. Il faut vous assurer que ça ne joue pas ce jeu. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a une tendance à la présidentialisation et à la personnalisation des forces en présence. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Il faut de l'incarnation, tout ce qu'on fait. Mais il ne faut jamais que l'incarnation prenne le pas sur la lame de fond qui a engendré l'incarnation. La lame de fond ici, c'est le niveau, c'est le bilan de la transition, ses acquis et ses promesses. Il ne faut pas que la manipulation des contradictions, qui est l'œuvre et la raison d'être de l'alliance des ténèbres constituée par la France, l'OTAN et les tenants de l'ancien, toutes ces forces corrompues qui ont la ruine du Mali et que nous avons tous observé à un moment donné. Il ne faut pas que cette alliance-là, plus sur un visage nouveau, en profitant de la faille qui est ouverte. Donc, on voit très bien que les élections approchent, on n'est pas naïf. L'homme qui vous parle, j'ai milité, je milite encore. Nous sommes battus pour la candidature d'Assimi Goïta, dit qu'il faut qu'il soit président. Il faut que. On est dans cette dynamique-là. On n'a pas. On est fiers du bilan de la transition. Il faut sauvegarder les équilibres, les grands équilibres qui ont fait la grandeur de la transition. Tout à l'heure, on m'a posé une question. On m'a demandé est-ce qu'il fallait limoger le Premier ministre? C'est une prérogative du président Assimi Goïta. C'est une prérogative de souveraineté. Quand il exerce, on se tait. Parce qu'il va assumer. C'est lui qui assumera devant l'histoire, ce n'est pas vous et moi. Donc il a choisi, on se tait, et nous apportons notre soutien au nouveau Premier ministre. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. Alors vous me demandez s'il fallait limoger, c'est lui qui décide. Il a décidé de la trancher. Mais quand j'ai dit ça, j'ai dit ceci. Que les choses soient claires. Est-ce qu'on peut dire que Choguel Maïga est-ce qu'on peut dire ça? Dans ce discours, Choguel Maïga est l'ennemi au Mali, mais qu'on le traite comme tel. Choguel Maïga qui trahit, on peut dire qu'il a trahi cet homme que nous connaissons tous. Dans l'exercice de ses prérogatives souveraines de chef d'État, nous sommes très mal placés pour apprendre à Assimi Goïta à interpréter les intérêts supérieurs du Mali. Mais j'ai le droit de poser certaines questions. Est-ce que c'est comme ça qu'on devait traiter Choguel Maïga? C'était la seule façon de le traiter? Au regard de ce qu'il incarne, c'est sa seule manière de traiter les forces révolutionnaires du Mali? J'attire simplement l'attention. J'alerte comme d'habitude. En reconnaissant mes limites, je ne remplace pas les Maliens. Je n'ai pas de leçon à donner au président Assimi Goïta. Je pose des questions. C'était la seule façon. Moi, je pense qu'on aurait pu gérer cette contradiction autrement. Je pense. Mais je pense étant assis ici. Je ne suis pas président. Je pense étant assis ici. Je ne suis pas président. Assimi, le président Assimi a un ensemble d'informations. Il gère des choses. Le président a le droit de limoger qui il veut parce qu'il est président. Il doit faire son travail. Mais, comme le travail du président se fait sur la base de la Constitution du Mali,
Cette constitution est mon livre de chevet. Je viens de vous rappeler simplement le préambule de cette constitution. L'une des meilleures que l'Afrique ait produite d'ailleurs. L'une des meilleures. Et ça, c'est un bilan de la transition. Le bilan. Cette constitution, à l'époque, nous avons dit, ça doit servir. Ça inaugure une nouvelle ère constitutionnelle en Afrique. Je vous en prie. Il y a des acquis extraordinaires à préserver au Mali, beaucoup d'acquis à préserver au Mali, que les gens fassent attention. Moi, je dis, je pense qu'on aurait pu gérer ça autrement, mais on ne fait pas la politique avec je pense. Les acteurs politiques, comme des chefs d'État, gèrent des situations là, concrètes et réelles. J'ai répondu à votre question. Fallait-il le limoger? Peut-être pas comme vous voulez, mais j'ai répondu à votre question. J'ai répondu. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours un pan de votre question. Que les différents acteurs du pays, prenant acte de la nouvelle donne, redéfinissent les nouvelles manières de préserver l'essentiel. Alors moi, je vais interpeller le grand premier ministre, ancien premier ministre, Choguel Maïga, ce patriarche, et mes amis révolutionnaires au Mali. La révolution ne se fait pas seulement en ayant un pied dans l'État. Maintenant que le chef de l'État a décidé, il faut que les révolutionnaires redéfinissent les manières par lesquelles ils vont peser dans l'avenir du Mali, en étant les gardiens de l'essentiel, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour ça. C'est leur nouveau rôle. Maintenant qu'on a été écarté dans la nouvelle définition, n'est-ce pas, des forces au sein de l'État, mais on ne vous a pas empêché de continuer à vous organiser pour agir. Vous l'avez fait hier, et ça a débouché sur le grand changement qui est au Mali. Pour se réorganiser simplement, pour être les gardiens de ce que j'appelle l'essentiel. Veiller à ce que la France ne revienne pas au Mali, que le temps ne revienne pas en force au Mali. Ça, d'abord, c'est la mission fondamentale. Parce que l'armée, elle est confrontée à l'exigence de la sécurité. Et dans le monde, c'est une contraignante et qui dévore beaucoup les énergies. Il faut que cet équilibre qui a été constitué par les militaires et les révolutionnaires et qui nous ont fait dire dans toute l'Afrique que ce n'est pas un coup d'État comme les autres, c'est un mouvement militaro-populaire. Personne ne peut contester ça. Il faut maintenant redéfinir ça en tenant compte de la nouvelle donne, à savoir que le président du comité stratégique a été démis de ses fonctions, mais ce n'est pas la fin de sa carrière politique. Ce n'est pas la fin de son activité politique. Puisque le but, c'est de s'assurer que ces forces que le premier ministre Choguel Maïga ne cesse pas de dénoncer, il faut s'assurer qu'elles ne réussissent pas leur plan au Mali. Et voilà pourquoi j'ai salué le fait qu'il a toujours défendu l'union sacrée. L'union sacrée avec l'armée, avec le président Assimi Goïta, et le gouvernement qui, pour le certains, n'a même pas changé. À l'exception de peut-être 1 ou 2 ou 3 ministres, ça n'a pas changé. Ça aussi, c'est un message que le président Assimi Goïta nous envoie. C'est un message. C'est un message qu'il nous envoie. Ça va changer. Donc, il faut maintenir cet attelage-là sur des modalités nouvelles. Le président dit maintenant, il y a une certaine dynamique. Moi, ça devient militaro. Qui va assumer. Donc, il est dans son rôle. On ne lui donne pas de leçons au président Assimi Goïta. C'est ce qu'il a dit. Plus la nomination de M. Abdoulaye Maïga, général de son État, c'est la porte ouverte à l'option militaro-militaire. Bon, le président Choguel Maïga dénonce un ensemble de choses. Il y a un processus politique qui est en cours et qui semble, je dis bien qui semble, présager le fait qu'on veut faire émerger une nouvelle mouvance politique qui peut remplacer l'ancien mouvement révolutionnaire incarné par Choguel Maïga. Choguel Maïga, oui. Non, on n'entre pas dans ça, c'est pas ça le plus important. Il y a une nouvelle. L'essentiel, c'est de sauvegarder le bilan extraordinaire. Je dis que les forces révolutionnaires du Mali, leur nouveau rôle dans cette situation, ce n'est pas
d'activer les querelles, ce n'est pas de s'insulter, ce n'est pas de faire la guérilla communicationnelle contre le président Assimi Goïta et le nouveau Premier ministre, c'est de redéfinir une stratégie pour maintenir le cap sur l'essentiel. La libération, l'indépendance et la souveraineté du Mali et le bien-être des populations maliennes. C'est clair. Et ça, ils ont les moyens de le faire. Les forces révolutionnaires maliennes ont les moyens de le faire. Et pour le bonheur de l'Afrique et pour le bonheur du Mali. Merci, Monsieur le Président, pour ces éclaircissements que vous apportez sur la question de M. Mpek. Monsieur le Président, vous avez dit la lame de fond de cette émission, c'est de préserver l'essentiel, les acquis, les atouts et les promesses qui sont liées à cette transition. Et nous avons parcouru les médias, nous avons observé la manière de traiter cette information dans certains médias, notamment les médias français. Nous avons vu une forme de lynchage médiatique que subit le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Nous avons vu des émissions faisant croire que c'est lui l'ennemi, c'est lui l'homme à abattre, et que le fait d'avoir dénoncé de manière publique certaines dérives qui pour lui conduiraient la transition à dériver de ses idéaux originels devait être écarté à tout prix. Et nous avons même l'impression que si on suit l'heure ici, il serait peut-être mis en résidence surveillée ou alors il ira en prison. Comment appréciez-vous cette stratégie de la France à vouloir diaboliser ce monsieur? Vous avez dit, on est dans la géopolitique. Les règles non écrites de la stratégie française et de l'Occident sont connues. Je viens tout à l'heure, je les ai détaillées d'une certaine manière. Donc la France ne fait que ça. Activer les oppositions africaines pour réussir. N'oubliez pas que la France a un patrimoine au Mali, un patrimoine historique fait d'hommes, de femmes, d'intérêts économiques, d'entreprises et d'actifs économiques qui opèrent au Mali et qui de ce fait constituent une clientèle historique constituée par des centaines de milliers de Maliens qui sont liés à la France. Macron va appeler ça directement la politique de l'intimité. Comment activer ça? C'est tout le génie français. Activer cette clientèle de manière à créer le désordre au Mali. Donc, du coup, ils ont défini leur ennemi. C'est monsieur le Premier ministre, donc, ils le diabolisent. Mais le fait de le diaboliser doit nous enseigner, nous, qui il est, Choguel Maïga. Et c'est ce que moi, je pense que tous les acteurs politiques maliens, au niveau de l'État, de la société civile, sont à la hauteur d'une telle analyse. Donc, je l'ai fait à ce niveau-là pour comprendre ce que ça veut dire. On n'entre pas dans ce jeu. Si le président Assimi Goïta peut, dans les conditions actuelles, estimer que l'intérêt supérieur de l'État, c'est de se débarrasser, non, c'est de limoger le Premier ministre, ça n'exclut pas une réconciliation future. Et ça, cette fois-là, ne montrez pas, il ne faut pas montrer qu'on va faire ça. On ne montre pas les conditions dans lesquelles ça va se faire. Ça n'exclut pas ça. Ils ne sont pas malins que nous. Ça n'exclut pas. Parce que je rappelle que le président Assimi Goïta a non. Pratiquement. Pour saluer ça. Donnez-vous, la politique est dynamique. Voilà pourquoi je demande aux révolutionnaires maliens de se mettre au travail pour préserver les acquis, de se regarder l'union sacrée. Mais cette fois-ci, en intégrant cette nouvelle donne, la nouvelle décision que le président vient de prendre, pour intégrer ça dans la stratégie. L'ennemi, ce n'est pas Assimi Goïta. L'ennemi, ce n'est pas Abdoulaye Maïga. De l'autre côté, comme de l'autre bord, l'ennemi, ce n'est pas Choguel Maïga et les révolutionnaires. L'ennemi, c'est la France et ses projets contre le Mali. L'ennemi, c'est l'OTAN et leurs projets contre le Mali. Le but, c'est la libération, c'est l'indépendance, la souveraineté. Et on était très avancés, on est très avancés. C'est tous ceux qui vont, de quelque manière que ce soit, remettre ça en cause. Il faudra les... Et là, nous, on sera vigilants, on est vigilants. Écoutez, l'homme qui vous parle, moi, je ne le crains pas. Je ne lui demande rien, je ne le crains pas. Je ne crains pas Abdoulaye Maïga. Non, je les respecte, c'est différent. J'ai de l'estime pour, je les respecte. Donc, quand on va se rendre compte qu'on a tous les éléments en main, s'il s'avère que c'est un faux jeu que les gens jouent, je monterai au créneau. On montera au créneau. Cela démontrer qu'il y a les éléments qui montrent que Choguel Maïga, pour des ambitions personnelles, s'est amusé à faire ce qu'il a fait. Mais on va monter au créneau. Mais pour l'instant,
Nous avons essayé de réunir tous les éléments. Je me suis informé auprès de mes amis, je regarde, j'analyse. Pour l'instant, voilà la situation telle que moi j'essaie de l'analyser, de le voir. Donc il y a des manœuvres, ces manœuvres n'ont jamais cessé au Mali. Hein. La France a juré qu'elle aura le Mali. Ce n'est pas toujours par la guerre, par l'intelligence stratégique et pour atteindre ses buts. Et là, des éléments. Ça fait combien d'années que je dénonce les faux panafricanistes ici à Mondo-Bidon? Ça fait combien d'années? Je ne prononcerai pas les noms parce que je ne fais pas ce genre d'erreur. Dieu est en train de les exposer. Il va les exposer davantage. Ils font partie de cette alliance des ténèbres. Ils sont là. Ça fait des années. Donc, quoi qu'on dise, qui explose. C'est la capacité des acteurs à gérer une contradiction qui est... Et les contradictions permettent de mesurer la valeur et la capacité des acteurs politiques et leur hauteur. C'est ce qui est intéressant. Donc, ce n'est pas la contradiction que je regarde. Les contradictions sont comme le doigt du sage qui montre la lune et la gestion des contradictions, c'est l'imbécile. Au lieu de regarder la lune, regarde le doigt. J'espère que je me fais comprendre. Il n'y a pas les imbéciles au Mali. Il n'y a pas d'imbéciles au Mali, au niveau de l'État. Je compte sur leur capacité à continuer à bien gérer cette contradiction. Hein? À bien la gérer, à savoir intégrer les décisions que prend le chef de l'État. C'est le chef de l'État. La Constitution issue des assises lui donne les prérogatives. Il faut respecter ça. Le chef de l'État. On apprécie la hauteur qu'il prend, il ne parle pas. On apprécie. Il pose des actes, on analyse les actes là. Je ne veux pas analyser l'acte proprement dit de nommer Abdoulaye Maïga. Je suis au courant de beaucoup de choses, mais prenons toujours la hauteur. Pour l'instant, nous félicitons le nouveau Premier ministre pour sa nomination. On va le juger dans ses actes. J'entends beaucoup de choses. Non, on va le juger par ses actes. J'attends, on va le juger par ses actes. Faire confiance aux acteurs. Mais ce serait une erreur, comme je l'ai dit, de ne pas savoir gérer cette contradiction. Et les révolutionnaires maliens aussi ont une responsabilité. Ils doivent bien gérer cette contradiction. Parce qu'une contradiction, hein, si vous l'abordez avec les humains, vous avez le sens de la tactique, de la stratégie, ça peut vous être encore favorable. Ça peut vous renforcer. Donc, il faut... C'est ça à quoi j'appelle une gestion saine et rationnelle de cette contradiction. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour cet appel à la raison dans le camp malien. Monsieur le Président, parlons là de la stratégie occidentale. Vous avez parlé ici d'un processus de vider la transition ou alors de vider les révolutions de leur contenu. Ouais. Monsieur le Président, est-ce que le passage à un régime civil, vous avez parlé d'un régime militaro-politique, à un régime militaro-militaire n'est pas dans cette optique-là? D'autant plus que l'ex-premier ministre, le docteur Kourel Shukala Maïga, a révélé ça dans un discours. Il a dit, je cite, si vous le permettez. C'est vous, il a dit, je cite, nous n'allons pas accepter le festival des brigands. Nous n'allons pas accepter que le festival des brigands se retrouve au Mali. Nous sommes à l'heure de la clarification. Nous avons changé de paradigme. On a fait la rectification. Il nous faut la clarification aujourd'hui. On ne peut pas continuer dans la confusion. Monsieur le Président, est-ce que nous ne sommes pas là dans un processus de vider la transition de son contenu? Oui et non. Oui, parce que l'Alliance ténébreuse agit. Elle a toujours agi. Le Boulot Kali, la brève histoire de la transition. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mbadao? Vous avez oublié l'épisode de Mbadao? C'était quoi? Il allait faire les alliances avec Paris sans consulter ses frères de révolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une première qualification. C'est ça qui a abouti à l'arrivée du président Assimi Goïta au pouvoir. Il a dénoncé ça. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Donc, je considère que le ministre Shogun Maga a posé une action historique. Il fallait qu'il en paye le prix, mais ce qu'il a fait bon. Oui, en dernière instance. Parce que maintenant, tout le monde
c'est qu'il est tout le monde est sous surveillance, y compris lui-même. Tout le monde est sous surveillance. Tout le monde regarde. Les Maliens regardent maintenant. C'est-à-dire que la lucidité et la passion vont marcher maintenant ensemble. On va regarder tout le monde pour voir celui qui va. Nous, on regarde pour voir ceux qui vont jouer le jeu. Est historique. Il a payé de son poste. Ça a son honneur. Mais lui-même, il est il est dans ça. Donc, je vous dis oui et non. Non, maintenant, parce que le même Premier ministre nous a dit, moi je l'appelle, c'est un sage, il a dit l'union sacrée. Toujours être en mesure d'amener et son lot d'intérêts à défendre, etc., à articuler ça avec l'intérêt supérieur du Mali. Il n'est pas acceptable que les intérêts personnels priment sur l'intérêt supérieur du Mali. Donc, ça dit que c'est à ce niveau que ça se joue. Vous n'allez pas empêcher à des politiciens d'avoir des ambitions. Vous n'allez même pas, on ne va pas nier, même cette contradiction qui est là, elle n'est pas seulement animée par le jeu de l'Alliance des Ténèbres, hein. Elle est aussi animée par les ambitions personnelles des différentes personnalités, différents clans qui opèrent au sein de la tradition. Il ne faut pas nier ça. Ça, c'est un élément activateur important. On fait confiance à la capacité du président Assimi Goïta pour gérer tout ça. Il en est capable. Il a démontré le qu'il est capable depuis qu'il est là. Il y a tout ça. Donc, non, parce que je dis les acquis de cette révolution, le caractère glorieux de cette transition, c'est le patrimoine commun des Maliens. Et c'est eux qui doivent veiller dessus. Ce n'est même pas le rôle du président Assimi Goïta seul, ni de nouveaux premiers ministres, ni d'une révolutionnaire. C'est le patrimoine de tous les... montre que il est l'un des plus politisés au monde. Le peuple malien est l'un des plus politisés au monde. J'ai confiance à au caractère politisé du peuple malien. Voilà pourquoi j'ai dit je salue ce qu'a fait Choguel Maga, parce que ça réveille maintenant tout le monde et tout le monde est sous surveillance. Je vous ai dit, le risque vient d'où? Ce n'est pas pour rien que maintenant cette contradiction explose. Pourquoi elle explose? Parce qu'on voit bien, on a la charnière d'un tournant. La fin de la transition. Comment aborder la fin de la transition? Mon point de vue est celui-ci, je le donne. Hein. Moi, j'aurais souhaité qu'on maintienne l'atterrage. Choguel, Assimi Goïta, et le gouvernement tel qu'il était constitué jusqu'à présent. Moi, j'aurais souhaité qu'on maintienne ça. Maintenant, libre à eux d'aller aux élections. Moi, je ne suis pas partisan d'aller aux élections. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Il y a beaucoup à faire au Mali. Il ne faut pas dépenser l'argent inutilement. C'est mon point de vue. D'ailleurs, j'estime que l'élection est faite au Mali par le plébiscite démocratique directe qui se traduit tous les jours quand c'est nécessaire par la fusion entre l'immense majorité des Maliens qui sortent dans la rue pour démontrer qu'ils sont derrière leurs dirigeants. Ça, c'est l'élection. C'est pas l'élection, c'est quoi? Ça, je dis bien que c'est mon point de vue. Moi, je n'aurais pas souhaité de mon point de vue que maintenant, ce que j'appelle la présidentialité électorale et ses enjeux priment sur ce processus qui est en cours et qui est glorieux. À mon avis, on continue de faire ça. Bon, maintenant, si on estime que non, les enjeux internationaux, les contraintes internationales demandent une clarification de la légitimité politique au Mali, bon, moi, je vois aucun problème. Même jusque-là, allez ensemble. Moi, j'aurais vu un excellent ticket, Maïga, Assimi Goïta. Le ticket veut dire qu'Assimi est devant Maïga. Il est là. Ils vont à l'élection. Ils gagnent. Je dis, c'est un point de vue. Hein. Maintenant, comme cette perspective approche, je ne suis pas en train de dire que la transition va s'arrêter là. Je dis que, on voit bien que la bataille, c'est que les élections, on va les élections qui aiguisent les appétits que de telles perspectives. C'est là où souvent une nation est fragile. Lorsque les appétits personnels, les ambitions politiques prennent le pas sur l'essentiel. L'incapacité à articuler l'essentiel et les ambitions politiques. Et moi, je peux vous dire une chose.
Les Occidentaux sont des génies dans la gestion de telles faiblesses. Des génies. Et ils ont commencé. Les gens veulent des postes ministériels. Les gens qui ont perdu le privilège veulent les reconduire. Ils veulent accéder à des privilèges. Quoi de mieux que de venir nourrir le camp qu'on croit le plus avancé. Et le risque, c'est qu'à l'approche des élections, on crée de nouvelles mouvances. Mais une fois que l'élection serait passée, il faudra revenir à l'essentiel. Et là, vous aurez besoin de vrais patriotes pour vous accompagner. Vous aurez besoin de forces politiques saines. Et ce n'est pas tous les jours qu'on les trouve en Afrique. Hein. Il y a beaucoup de forces malsaines plus que de forces saines. Parce qu'au Mali, s'est dégagé une sélection naturelle et historique des forces. Elles se sont constituées à la faveur de toute cette trajectoire historique qui a fait la grandeur et la fierté de l'Afrique. Moi, je pense que c'est dans ça qu'il faut puiser l'énergie nouvelle pour avancer au Mali. Mais bon, je ne suis qu'un analyste. Je ne sais pas moi qui décide à la place des Maliens, mais j'apporte des éléments. Si ça peut éclairer, ça éclaire. Alors, j'ai l'impression que quand j'observe les choses, la voracité politique, les appétits politiques sont en train de faire pression pour qu'on renverse les aspects essentiels de la contradiction en faisant passer à l'arrière-plan l'essentiel. Je salue, une fois de plus, je dis, l'avantage de cette crise, ça a été de faire que maintenant, de réveiller tous les Maliens, là, chacun va regarder pour voir clair qui joue quoi. Et à ce niveau, je vous le répète encore, les Maliens sont très politisés. Et moi, je fais confiance, une fois de plus, à cette politisation de la population malienne qui les permettra à bien voir le jeu que chacun veut jouer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je reviens à la question de Monsieur Mpek qui parlait d'un changement de cap quand on observe la nouvelle nomination du Premier ministre Abdoulaye Maïga au détriment de l'ancien qui s'en va. Une approche militaro-militaire de la gestion du pouvoir. Monsieur le Président, étant donné que M. Choguel Kokala Maïga est un ténor de la politique malienne, de par son expérience, de par ses fonctions, le fait qu'il a été limogé, est-ce que ça, fondamentalement, les problèmes politiques de l'État du Mali, ça va résoudre cela? Étant donné que, quand on observe, si on essaie d'analyser, on aura l'impression que c'est une vision sécuritaire de la politique. Or, fondamentalement, les contradictions politiques maliennes demeurent. Et le fait, par exemple, de l'avoir écarté, est-ce que ça résout fondamentalement le problème? Ça peut ressurgir. Certainement, la vision sécuritaire ne va pas demeurer éternellement. Il y a les vrais problèmes politiques, les conditions de vie du peuple malien, les différents embargos qui pèsent sur ce pays et sa projection dans le concert des nations. Tous ces problèmes demeurent. Est-ce que ce choix ne va pas mettre plutôt le côté politique au détriment du côté sécuritaire? Les problèmes qui sont soulevés par le Premier ministre posent en réalité votre préoccupation sur la table d'une manière qui permet de voir le choc des approches qui sont en présence. L'enjeu majeur principal pour le Mali, c'est sa sécurité. Il faut en finir avec les groupes terroristes, il faut tous les éradiquer et s'assurer du contrôle total de tout l'ensemble du territoire malien par le Mali. C'est ça l'enjeu principal là actuellement. Le débat, c'est de savoir au niveau des approches. Il y a la tentation de l'approche sécuritaro-sécuritaire. C'est ça qui semble avoir primé avec la nomination d'Abdoulaye Maïga. Parce que nous observons pratiquement au poste les plus essentiels des militaires qui sont les tenants du pouvoir. Je suis en train de dire. C'est ce que j'appelle, il y a l'approche sécuritaro-sécuritaire. Et il me semble que cette approche-là qui a triomphé avec la nomination d'Abdoulaye Maïga. Et il y a l'approche plus holistique de la sécurité, à savoir que la priorisation de la sécurité ne doit pas se faire au détriment d'un ensemble de paramètres qui sont indispensables pour que ça réussisse et continue de maintenir l'adhésion des populations. Ça veut dire que avoir une approche hybride de la sécurité. Hybride au sens du concept pur de l'hybridité en géopolitique. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que désormais, si vous voulez lutter pour la sécurité, vous ne luttez pas pour la sécurité en excluant les enjeux de justice sociale, les enjeux de niveau de vie de la population. Vous vous arrangez à intégrer les intérêts de tous les compartiments de la population dans l'approche sécuritaire. C'est ça l'hybridité dans sa réalité géopolitique et géostratégique. Donc, c'est ça le débat qui est en cours quand on va au fond de l'analyse. Maintenant, quand Choguel m'a gardé, donc le fait que les anciens de l'ancien régime, tous ces corrompus, ceux qui ont comporté contre la transition, ceux qui ont lutté contre cette dynamique, tout cela revient au premier plan. Vous voyez très bien que c'est-à-dire que c'est un problème majeur. Mais ça, c'est la vision du Premier ministre. Est-ce qu'en face, on partage ça? Or, il est indispensable au Mali que la question de la sécurité soit une vision partagée. Il faut être capable de partager ça à tous les Maliens. Et c'est ce que moi j'attends, par exemple, la nomination d'Abdoulaye Maïga. Il faut partager tout ça avec tous les Maliens. Quand on dit partager, ce n'est pas de venir raconter des discours politiques, c'est de prendre en compte les enjeux essentiels. Là, l'économie est pareil, la gestion de l'or, la gestion des... C'est important, c'est important. Tout à l'heure, quand j'insistais pour dire qu'il faut sauvegarder les acquis, on ne sauve pas les acquis pour les sauvegarder. Non, il y a des enjeux fondamentaux de l'Afrique et du Mali encore. Les enjeux monétaires. Le partenariat avec la Russie, ce n'est pas une fin en soi. Il faut que le Mali soit autonome sur le plan de la production des armes dont il a besoin. Donc il faut l'émergence d'un vrai génie militaire, d'une industrie militaire. Il faut une véritable maîtrise des matières premières maliennes pour être au niveau des promesses de la constitution malienne, qui a innové dans la gestion des ressources naturelles des pays africains. Donc, cette constitution, elle est avant-gardiste, elle est dit. Il faut s'assurer que les Maliens, il faut du renouveau dans l'économie malienne. Il faut une décolonisation totale de l'économie malienne. Donc, diversifier les partenariats, ce n'est pas la fin en soi. Je le dis, ce n'est pas seulement vrai pour le Mali, c'est vrai pour toute l'Afrique. La Russie, c'est notre partenaire. Ça, c'est clair. Mais ce n'est qu'un partenaire. Il faut attention, il y a un risque qui guette. Il faut éviter à ce que la stabilité qu'apporte le partenaire avec la Russie nous endorme. Et quand on veut jouer un jeu que je vois dans tous les pays africains, la Russie est partenaire, mais on retrouve les anciens équilibres économiques du passé, on traite avec le FMI, la Banque mondiale, tout ça. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Hein. Nous, c'est pour dépasser tout ça. Et c'était ce qu'on voyait à l'œuvre au Mali dans cette dynamique-là, qu'on voyait au Mali. Donc, il faut faire attention. Parce que les forces de l'inertie, les forces de rétrograde vont tirer, on dit, ok, d'accord. La France de ma faiblesse, mais partageons. Partageons. Alors même plus loin, la Russie peut dire que bon, comme c'est comme ça, réel politique. Ok, prends ta paix, prends ma part. Beaucoup d'Africains expérimentent ce genre de choses aujourd'hui. C'est-à-dire que hier on était monogame, on était dans un mariage monogamique, maintenant on veut un mariage polygamique. Mais la nature même, l'idée qu'on se fait de mariage ne change pas. Sauf qu'on a diversifié les partenaires. Là, on était sur la monogamie. Maintenant, on est polygame. On est dans la polyandrie. C'est-à-dire que hier, on était la femme. Aujourd'hui, nous, on est la femme. On choisit plusieurs maris, on les gère. Ce n'est pas ça le panafricain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a en cours au Mali. Hein. Attention. Mais je dis, le risque est là. Ça se voit. C'est ça qui est... L'ancien Premier ministre a mis sur la table, et à la réponse que le chef de l'État malien a apporté en tranchant l'affaire par le limogeage de l'ancien Premier ministre. Tout ça est à l'œuvre. Tout ça, on voit ça à l'œuvre. Maintenant, le génie politique, et c'est là où j'invite les révolutionnaires maliens à un sursaut, qui soit à la hauteur de la grandeur, ce qu'ils ont fait par le passé, c'est de prendre en charge toutes ces questions et d'y apporter des réponses politiques et stratégiques qui soient à la hauteur. L'avenir appartient à ceux qui seront capables de développer des réponses stratégiques, des réponses politiques, idéologiques, qui prennent en charge tous ces enjeux-là, les dépassent dans l'intérêt supérieur du Mali, dans la préservation de l'essentiel, à savoir, pas de retour de la France coloniale au Mali. Ça serait un recul.
pas de diversification superficielle des partenariats. Ça va du recul. Mais on avance. On avance. Sans basculer dans ce que j'appelle l'anti-francisme primaire, mais les choses sont claires. Le mouvement de décolonisation, là, doit s'accélérer. Le mouvement de repositionnement géopolitique, géostratégique, doit s'affirmer davantage, doit continuer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rappeler ici les menaces géopolitiques qui pèsent sur le Mali. La question algérienne, l'impact de la question du Maroc, l'impact de la question du Maroc, et ce que ça impose comme modification des rapports de force sous-régional et régional. Mais tout ça sont des enjeux qu'il faut savoir prendre en charge. Mais ça, c'est... Et là, ça me permet de soulever un problème qu'on peut observer aussi. Le panafricanisme, ce n'est pas une succession d'actions spontanées et de réactions face aux dérives de l'impérialisme français, en particulier, et de l'impérialisme de l'Occident en général. Non. Il faut un corpus idéologique solide et large qui renouvelle les enjeux dans un panafricanisme du XXIe siècle. Il faut définir ça. S'il n'y a pas ce corpus, on ne sera pas armé pour gérer les contradictions. Il faut ça. Il faut une vision économique profonde qui intègre les acquis historiques et les pesanteurs historiques, mais qui les projette dans un déplacement économique qui va réconcilier l'enjeu sécuritaire et le bien-être des populations maliennes. Mais surtout, une évolution heureuse du corps politique malien. Parce que ce magma de réactionnaires, de forces réactionnaires, de forces révolutionnaires, qui ont tendance à reléguer à l'arrière-plan l'essentiel et inacceptable pour le Mali. Il ne va pas aider le Mali. Ben, je fais confiance au génie politique d'Assimi Goïta et des autres, leur capacité à se retrouver sur l'essentiel pour dépasser gérer toutes ces menaces de manière avantageuse. Mais nous, on est là, on est malien, c'est malien. Monsieur le Président, nous allons poser là une question un peu délicate. Est-ce qu'au cœur du pouvoir malien à l'heure actuelle, il n'y a pas un d'embourgeoisement d'une classe militaire au pouvoir? Le risque est là. Nous parlons du risque. Le risque est là. Lorsque, sous la pression géopolitique, la pression des intérêts personnels, la pression des offres de l'alliance ténébreuse peut amener les uns et les autres à faiblir et à privilégier leurs intérêts personnels politiques au détriment. Et à masquer ça sous la poursuite de la restauration sécuritaire. On masque ça derrière. C'est possible. Ça s'est vu ailleurs. Hein. C'est possible. Oui, la politique est terrible. Hein. Il y a ce qu'on voit en politique, ce qu'on ne voit pas. Les Maliens connaissent cette situation mieux que nous. Je vois ici, je vois un ensemble de choses. Je vous dis, les Maliens sont très politisés, c'est très intéressant. Une longue tradition a détruit le Mali, et là je me réfère aux travaux du Premier ministre Choguel Goïta. Il a fait l'honneur de me donner ses livres que j'ai lus, que je continue à lire d'ailleurs, à vous présenter. C'est un de ses livres, La faillite de l'État malien. Il m'a offert ça quand j'étais au Mali. Je continue à lire. Ce sont des sommes de sagesse extraordinaire, d'expérience politique extraordinaire. Je pense que le Mali ne peut pas se passer de ça. Donc, le Mali a été détruit en partie par ce qui a détruit l'ensemble des pays africains
ces 40 dernières années. La capitulation politique et idéologique face à un néolibéralisme sauvage qui nous a été imposé par l'Occident à travers les ajustements structurels. Qu'est-ce que ça a généré de manière fondamentale? La dépravation de la classe politique. Les gens n'ont plus de complexe face à la volonté de s'enrichir pour l'enrichir. Si on parle du cas du Mali, je ne vais pas revenir sur les dérives de l'ancien régime IBK et des transitions précédentes, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vrai pour le Cameroun. Je dénonce ça tous les jours pour le Cameroun. Cette capitulation idéologique, le Cameroun vit ça, avec une corruption pas possible et des ministres qui sont des hommes d'affaires. Quand on fait la politique pour être homme d'affaires, c'est la mort de la politique. Mais cette corruption endémique n'épargne pas les milieux militaires, la haute hiérarchie militaire. Au Cameroun, on vit ça. Ce risque-là menace le Mali aussi, oui. Oui, le risque est réel. Oui, le risque est réel. Et on peut miroiter beaucoup de choses qui amènent les uns les autres à dire que c'est notre tour, c'est notre temps. Et une fois qu'on a dit ça, les appartenances non dites, les appartenances ésotérico-mystiques qu'on n'avoue pas en public. La France a la... Ils ont beaucoup de canaux par lesquels ils opèrent. Hein. Beaucoup de canaux qu'ils opèrent. Il y a beaucoup de... La France a des leviers. Leviers sportifs, leviers culturels, leviers des diplômes et des enseignants, leviers scolaires, leviers ésotériques, tout ça coiffé par des parapluies secrets, invisibles, ésotérico, etc. Ils ont des leviers sur lesquels ils jouent. Créons que le président Assimi Goïta ait les capacités de gérer tout ça. Je pense que pour l'instant, ça prouve le contraire. La promesse et l'exigence de la vertu militaire, tentation, ça prouve le contraire. On peut continuer à parier sur la moralité des dirigeants des militaires maliens, du moins de la haute hiérarchie militaire. C'est aussi l'occasion pour de saluer toute la hiérarchie militaire malienne, depuis le président Assimi Goïta, en passant par tous les généraux, le ministre de la Défense, un grand homme, tous ces gens-là, on les salue devant tout ce qui a été réalisé. Mais nous prions Dieu pour qu'il préserve l'armée malienne et les élites supérieures de l'armée malienne de cette tentation diabolique qui est la porte à tous les dérapages. Je m'interroge encore sur la brutalité de cette divergence entre le Premier ministre sortant et même celui qui l'a remplacé. Il y a une brutalité là qui nous amène à nous interroger. Elle cache quoi? Prions simplement pour que comme j'ai dit, la vertu nécessaire, la vertu républicaine, la vertu patriotique, prenne le pas sur les excitations à la corruption et à l'enrichissement personnel, qui fait le lit de l'infiltration. Voilà. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, vous avez très tôt dit que vous vous démarquez des approches sentimentales de l'analyse des questions politiques et que la plupart ont eu des réactions inappropriées face à certains phénomènes et ils n'ont pas pris de la hauteur. Et également, dans votre développement, vous parliez du risque qui pèse sur les dirigeants de la transition à être dans une forme de succession spontanée face aux réactions de l'impérialisme occidental et qui pourrait traduire une absence d'une doctrine ou alors d'une vision politique profonde qui les travaille. Monsieur le Président, quand on regarde les dirigeants qui sont actuellement au Mali, ce sont les militaires. Et nous nous souvenons que
du côté du Burkina Faso, nous avons également eu des militaires au pouvoir. Nous nous souvenons de M. Thomas Sankara. Et il disait, un militaire sans culture politique est une bombe pour la nation. Je le paraphrase. Et dans son approche politique, il était beaucoup plus influencé par les travaux marxistes, léninistes, communistes. Certainement, ça lui a influencé. Et quand on regarde, on fait un rapprochement avec les dirigeants maliens, est-ce que vous pensez que ces dirigeants ont profondément une culture politique? Ou alors, est-ce qu'ils sont vraiment outillés pour les grands défis que vous avez relevés? Il ne faut pas faire des procès inutiles aux dirigeants maliens. Le rôle d'Assimi Goïta, ce n'est pas d'être un idéologue, d'être un bon militaire au service de son pays. Ils ont pris la mesure du péril qui pesait sur la nation, ils se sont levés. Et la montée en puissance de l'armée malienne est le plus grand témoignage. Ça, c'est le travail des révolutionnaires. C'est le travail des révolutionnaires, ce n'est pas le travail d'Assimi Goïta. Le président Assimi Goïta et de son entourage et des militaires maliens, leur travail, c'est de faire le travail des armes, point. Ils le font bien jusqu'à présent, sauf ça me démontre le contraire. Ils le font bien jusqu'à présent. Il ne se passera pas d'une élévation idéologique et politique qui permet d'avoir un cadre idéologique, un cadre de vision qui permet d'anticiper, d'avoir un véritable récit scientifique et politique de la situation mondiale en rapport avec la situation du Mali. Et ce cadre-là, je le répète et je le dis, c'est le panafricanisme. D'ailleurs, ils se revendiquent tous panafricanistes, ils le sont d'ailleurs. Il faut approfondir ça. Il ne faut pas réciter les vieilles lunes. Il faut approfondir ça. C'est ce que j'ai appelé panafricanisme du XXIe siècle. Ça s'enracine dans l'héritage que nous avons reçu de nos prédécesseurs des anciens, mais il faut le renouveler de manière indispensable dans les conditions du monde d'aujourd'hui. C'est ça qui permet d'avoir du recul, d'avoir de la racine face aux appétits que votre commodorateur a soulevé, les appétits de l'argent, les appétits de ce monde qui s'est couché sous les pieds du démon de la cupidité et de la gloire personnelle. Il faut une assise, il faut avoir des racines idéologiques, spirituelles, profondes pour résister à tout ça. C'est de ça que je parle. Et ça, c'est valable pour tous les pays africains, hein, ce n'est pas seulement le cas du Mali. Donc, il ne faut pas personnaliser ça. Je pense aussi que l'expérience faisant, les dirigeants du Mali ont acquis une grande expérience stratégique, hein, sur le plan militaire, et ce que cela impose en la capacité d'articuler la stratégie militaro-militaire et son pendant politique. Je crois qu'ils ont acquis cette expérience-là. Donc, il faut faire confiance. Vous parlez à un fan du président Assimi Goïta. Hein. Vous parlez à un fan du président Assimi Goïta. Vous parlez à un fan de cette équipe-là qui nous a tous fait rêver, cette équipe au pouvoir. Vraiment, c'est vrai, la politique n'est pas faite que de rêves, il y a les réalités de la politique. Mais comme j'ai dit, l'incapacité à préserver l'essentiel sera inexcusable. L'essentiel, j'ai défini, durant toute cette émission, j'ai passé le temps à définir l'essentiel. Ce sera inexcusable. Et on va juger les valeurs des uns et des autres par la capacité à préserver l'essentiel. Le monde nous regarde. Le nouveau partenaire que nous aimons tant nous regarde. Évitons les singeries. Évitez les singeries. C'est le manière de démontrer que la grande histoire qui est son partage, n'a jamais été usurpée. Non démontré. Il faut rester sur cette dynamique. D'abord, dans l'histoire du Mali, hein, il y a une grande mémoire militaire qui peut servir. Toute l'histoire de l'Empire du Mali. L'Empire, ça a été la capacité aussi à gérer la complexité des différents intérêts politiques. C'est l'histoire du Mali. C'est l'histoire du Mali. Donc, il y a tout est là. Tout est là. Il suffit de simplement actualiser ça avec les enjeux qui sont en train de traverser. Moi, je crois au Mali, je crois à la capacité des Maliens et du peuple malien à dépasser cette petite crise. Monsieur le Président, nous savons aujourd'hui que le Mali fait partie d'une fédération, à savoir l'AES. Monsieur le Président, nous savons également que le Dr Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre, a été un acteur majeur pour la fondation de la Confédération.
est-ce qu'aujourd'hui, la mise à l'écart aussi brutale, comme vous l'avez dit, du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, le docteur Ogué, a entravé, entre guillemets, à la marche de l'AES? À première vue, non. Non, non. La Confédération reconnaît les prérogatives constitutionnelles qui sont attachées aux différents États qui la composent. Donc, il n'y a pas de à ce niveau. C'est une petite crise interne à l'État malien. Ce n'est pas de nature à mettre en branle la sérénité qui découle de l'armature institutionnelle de l'AES, je pense pas. Mais c'est, comme je l'ai dit encore, c'est les évolutions qui vont suivre, qui vont voir. Si c'est pas seulement c'est évident. Les raisons pour lesquelles mais pense que pour l'instant, je vous dis, Abdoulaye Maïga est connu, le gouvernement n'a pas fondamentalement bougé. Donc pour l'instant, voilà, bon. A été clair. Pas le traité des propos qu'il n'a pas dit. Il a toujours appelé à ce tour de transition. Il est dans cette dynamique, sauf que Meraï le fera sans être Premier ministre. Il va continuer à agir dans ce sens-là. Je l'ai déjà appelé, il faut appuyer ta place dans cette construction, n'est-ce pas, qui est en cours d'ailleurs. Je vous ai rappelé le préambule de la Constitution, qui était une alliance, qui est un consensus équilibré entre les différentes forces mouvantes de 91 jusqu'à